Je ferme les yeux, dans ma chambre, dans mon lit, sur mes draps et non dessous, un perpétuel tableau s'offre à moi. Il est rassurant et angoissant. J'ignore ce qu'il annonce. Il me ramène au temps enfoui. Mon père à l'agonie fait de moi l'archéologue d'un passé que je m'interdis de visiter depuis peu. Je ne veux plus écrire sur mes années algériennes. Les romans qui les racontent sont des contes, des fictions, des légendes. Je ne veux plus trafiquer, poétiser mon enfance. Mon père malade me ramène à elle pour ramasser une pierre précieuse, trouver un trésor, récolter une information qui manquait à mon histoire. La mort d'un père désordonne le passé de son enfant. Peu importe l'âge, une passation de pouvoir s'opère de l'un à l'autre, de lui à moi, qu'il a éduqué comme un garçon. En agonisant, mon père kidnappe celui que j'ai été, non pour m'en délier, mais pour m'obliger à ma féminité. Bonsoir Nina Bouraoui. Bonsoir. Et merci pour cette lecture qui est quasiment au début de Grand Seigneur, qui est donc votre nouveau livre publié aux éditions Lattès et qui est accompagné dans cette sortie par un autre livre très important dont nous parlerons tout à l'heure, Le désir d'un roman sans fin. Nous y reviendrons parce que c'est un livre important et qu'il est, me semble-t-il, important de lire en lisant Grand Seigneur. Grand Seigneur, c'est, de ce qu'on comprend aussi dans ce texte, l'histoire d'une fille et de son père pendant les derniers jours, les dernières heures aussi de sa vie. Mais ces derniers jours et ces dernières heures qui mènent vers la mort sont en réalité une opportunité pour revenir à la vie, justement. L'archéologie, hein, vous disiez dans le texte, remonter aux sources. Pourquoi ? Pour redessiner les contours de votre œuvre, de votre vie, de votre relation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre ? Est-ce qu'on cherche à finalement reconstruire son identité, tirer des conclusions ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se replonge dans l'archéologie de sa propre histoire et de l'histoire de son père ? En fait, je crois que le premier désir et la première urgence, lorsqu'on accompagne son père vers la mort et lorsqu'on fréquente assidûment, à raison de 8 heures par jour, un centre de soins palliatifs qui est Jeanne Garnier, il y a quelque chose de très étrange qui s'opère. C'est que c'est une grande expérience, c'est la grande expérience de la vie, parce que c'est la grande expérience de la mort. Et les soins palliatifs, et notamment Jeanne Garnier, est un lieu assez d'exception, assez incroyable, où on est doux avec les patients, mais on est doux aussi avec les accompagnants. Et je crois que moi, j'ai vécu l'agonie de mon père dans une forme d'hypnose, de déni. Je ne faisais que lui mentir. Nous étions, nous, la famille un peu orientale, agglutinée autour de son lit à raison de 8 heures par jour. On était un peu hystériques et tant mieux. Et je crois qu'en fait, après sa mort, l'idée de ce livre s'est imposée. C'était même pas une idée, c'était un devoir, rendre hommage à mon père, mais aussi recouvrir une réalité et se dire que tout ce que j'avais traversé pendant 11 jours d'agonie était vrai, qu'il fallait revisiter cette chambre 119 et en ouvrant la porte de cette chambre, puisque le livre n'est pas funèbre ou funeste, il est très lumineux, il fallait reconvoquer l'enfant que j'ai été, l'adolescente que j'ai été, la femme que j'ai été, et raconter l'histoire de mon père comme ça, cet homme si secret dont je ne connais pas grand-chose. Mais les seules choses qui me semblaient importantes de lui, il fallait les consigner dans un livre pour que ce grand seigneur se déploie, s'épanouisse. Hélas, meurt une seconde fois. Je crois que j'ai compris que mon père était vraiment mort en achevant l'écriture de ce livre. Mais maintenant, il est avec moi. Il m'escorte. Vous avez dit dans le texte qu'on a entendu que vous ne vouliez plus parler d'Alger, de l'Algérie, etc. Et en fait, au contraire, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez en reparler. Il en est d'ailleurs évidemment beaucoup question aussi dans Le désir d'un roman sans fin. Pourquoi ? Vous êtes parti d'Algérie quand vous aviez 14 ans. J'ai le sentiment que quoi qu'on fasse, quelle que soit la personne qu'on devienne, dans un autre pays qui devient le nôtre, qui est le nôtre, par la langue, par la culture, par votre mère en l'occurrence, on est toujours à un moment donné dans sa vie renvoyé
à ses racines. Est-ce que c'est ça que vous avez expérimenté à travers aussi la mort de votre père? C'est tout d'un coup vous sentir lié à un pays plus que vous l'imaginiez? Oui, je crois vraiment, parce que moi, j'ai quitté l'Algérie à 14 ans, j'ai vécu à Paris, après on est parti en Suisse, dans les Émirats, et je vis à Paris depuis très très longtemps. Depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 56, donc on fait le calcul, ça fait presque 40 ans. Mais je crois que, d'abord, l'Algérie, c'est le lieu de mon enfance. L'enfance est un pays, ça on le sait, est un territoire. Mais je me suis aperçue que finalement, le seul lien et la seule force qui me lie à ce pays que je ne connais plus du tout. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, mais j'ai brodé, j'ai inventé. C'est vrai, quand je dis j'ai trafiqué un peu mon enfance, je l'ai poétisé. C'est surtout un pays aujourd'hui qui a beaucoup changé, que je ne connais plus, je n'y suis pas retournée. Et en fait, le seul lien, c'était mon père. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand il est en train de mourir, je me suis dit, mais quand j'écrivais sur l'Algérie, en fait, j'écrivais sur mon père. J'écrivais pour lui, j'écrivais pour le reclasser, j'écrivais pour qu'il m'aime encore plus, peut-être, pour qu'il me regarde. Et en fait, je lui donnais des nouvelles de son pays, mais totalement fantasmées et fantasmagoriques, puisque ce pays, je ne le connais plus. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon père partir, je me suis dit, c'est fini l'Algérie. Et tout d'un coup, je dis souvent, la Méditerranée est vide de mon père. C'est-à-dire que c'est une mer maintenant que je regarde avec un peu d'effroi, un peu d'angoisse, alors que c'est ma mer préférée, même si on sait qu'elle est aussi un cimetière, hein, que c'est une mer qu'on traverse et parfois on y meurt. On pense à tous les exilés. Et puis, et l'Algérie m'apparaît aussi comme un pays au contour flou. Mon père a tout emporté avec lui. Le grand seigneur est parti tel le pharaon. À ceci près qu'il y a, vous le racontez dans le livre, un appartement, une maison, à laquelle il tient, semble-t-il, comme à la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire qu'il est hors de question, même si on n'y habite pas, de la vendre. C'est quand même, ça reste un fil quasi invisible, et vous expliquez pourquoi dans le livre, mais il reste quand même cette maison, ce point d'ancrage. Oui, c'est l'appartement où j'ai grandi, qui se situe sur les hauteurs d'Alger à Hydra. C'est un grand immeuble qui pourrait ressembler à une œuvre du Corbusier ou de Perret, par exemple, au Havre. C'est pas très joli, mais c'est assez fonctionnel. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il y avait un parc majestueux, immense, dans lequel j'ai croisé des fantômes, j'ai mangé des fleurs en pensant rester jeune toute ma vie. Je pense peut-être que ça a un peu marché. Ou des fleurs qui me donneraient l'immortalité, ou des fleurs qui me donneraient le don de la poésie. En tous les cas, le don de la joie que mon père m'a aussi transmis. C'est pour ça que je dis que ce livre est lumineux, parce que mon père était tellement amoureux de la vie. Et en fait, lui ne pensait pas mourir. Quand il est arrivé à Jeanne Garnier, il m'a dit, mais on est où? C'est un hôtel? Parce que je trouve les gens très gentils par rapport à l'hôpital. Et puis il m'a dit, mais ça a coûté une fortune. Je dis, mais non. Puis, mais je rentre quand? Je dis, mais dès que tu retrouves tes forces. On fait les bagages et puis tu rentres. Et cet appartement, c'est donc l'appartement familial que mon père visitait régulièrement. Puis après, il y a eu le Covid, donc il n'a pas pu s'y rendre. Et puis après, il est tombé très malade. Et en fait, 2 mois avant sa mort, il est allé à Alger. Je ne sais pas comment il a fait, il était très très maigre. Il y est resté 3 semaines sous une couverture et je lui ai dit, rentre. Ou alors, peut-être que tu veux mourir à Alger. Je ne saurais jamais. Lui, en tous les cas, a fait un testament, comme quoi il voulait reposer en France, dans un cimetière parisien, près de ma sœur, près de ma mère, près de ses petits-enfants. Mais quand il est parti à Alger, moi, j'ai vu quand même peut-être un désir enfoui de mourir sur la terre de son enfance. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, je ne peux plus rester, je ne peux pas vendre l'appartement. Il est rentré, il m'a dit, il faut toujours le garder. Mais c'est très étrange, parce qu'on dépend de la loi. En Algérie, c'est la loi coranique, c'est la charia. Et moi, je ne savais pas, j'ai découvert que déjà, en fait, si je vais en Algérie, je perds ma nationalité française, je redeviens algérienne. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais je ne peux pas, comme j'ai qu'une sœur, on n'a pas de frère, 2 filles n'héritent pas de l'intégralité d'un bien. Il faut un garçon. Il faut trouver un cousin ou un oncle. Mon père s'était un peu bagarré avec tout le monde. Mais cet appartement, pour l'instant, on le laisse ainsi. C'est le vaisseau fantôme encore. Et moi, je me dis toujours que j'avais laissé une part de moi-même dans cet appartement quand je suis partie à 14 ans, parce que j'y avais laissé toutes mes notes, tous mes dessins, tous mes vêtements. On est parti un peu en catastrophe avec ma mère. Et là, je crois qu'il reste une part de mon père. Franchir la porte, ouvrir la porte, franchir le seuil de cet appartement, ce serait une expérience inouïe, mais assez traumatisante,
que je n'ai absolument pas envie de faire pour l'instant. Je ne me sens ni le courage. Je suis assez lâche. Pour la première fois de ma vie, je suis assez lâche. Je ne peux pas y retourner. Pas pour le pays, mais pour ce que je vais trouver. Et surtout ne pas trouver. C'est pas mon père qui va m'ouvrir la porte et me sauter au cou. Votre père, vous le dites, c'est une force vitale, c'est de la joie, c'est quelqu'un qui aime la vie. Mais vous dites aussi que c'est quelqu'un en colère. Cette colère participe aussi à son élan vital, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Oui, mais quiconque connaît des Algériens, des Kabyles, des Maghrébins, des Arabes ou des Méditerranéens, hein, tout simplement. Des Grecs aussi. Voilà, même des Grecs, on le sait. Il y a cette colère, cette brutalité. Même l'amour est brutal, même la tendresse est brutale. Alors, est-ce que c'est pas de la pudeur? Peut-être. Est-ce que c'est pas un tabou? Et mon père était un homme en colère. Sa mère disait il est né en colère. Ma mère a dit il va mourir en colère. Il était très en colère. On avait du mal. Moi, je sais, en petite fille, un peu attardée, j'avais cette litanie. Papa, je t'aime, je t'aime. Il me disait mais oui, enfin tu m'aimes, mais ne t'approche pas de moi, j'ai mal. Et j'attendais. On a attendu, on a imploré son amour jusqu'à la fin. Et mon père est parti en colère. Ça, c'était difficile. Confidence pour confidence, mon grand-père grec disait qu'on allait attraper des puces si on s'embrassait. Ouais. Donc c'est vraiment... c'est méditerranéen, voilà. C'est très étrange. L'amour vache des Méditerranéens. Oui, c'est ça, c'est l'amour cruel. Dans quelle mesure il a un impact sur votre écriture? S'entend pas tellement sur la narration en elle-même, mais sur le côté organique de votre écriture. Quel est le lien entre votre manière d'écrire et votre relation à votre père? J'ai le sentiment qu'il y en a un très fort. Oui, parce que mon père écrivait beaucoup. Il était donc haut fonctionnaire, et il partait beaucoup en mission FMI, il écrivait beaucoup de discours, les siens, ceux des autres. Il avait beaucoup de dossiers. D'ailleurs, quand il est parti à Alger, il m'a dit « je vais déchirer mes dossiers ». Et je disais « mais t'étais agent secret ?» Il m'a dit « je n'ai pas à te dire, mais il y a des choses ». J'ai dit « c'était il y a très longtemps, les années 70 ». Et il a voulu détruire toutes les traces, et il m'a dit quelque chose de très étrange. Il m'a dit « toi qui écris, tu sais ce que c'est que de déchirer son travail ?» Et je dis oui, en effet, ça doit être quelque chose d'assez violent. Donc mon père, pour moi, j'étais un peu misogyne enfant. Hein. Pour moi, la force était du côté des hommes, parce que je vivais dans un pays très viril, très masculin. Et surtout, je regardais mon père écrire la nuit sur un tapis avec toutes ses clopes, ses cendriers. Il s'endormait. Il écrivait jusqu'à 5 heures du matin. Et je le dis dans le livre, c'est vraiment le fakir qui écrit. Et j'y voyais... Oui, j'y voyais une occupation virile, masculine, qu'il fallait absolument que j'absorbe, que je comprenne. Il fallait absolument que je fasse la même chose par mimétisme, puisque mon père m'a élevée comme un garçon. Il a élevé aussi ma sœur comme un garçon, mais ça n'a pas pris du côté de ma sœur. Tandis que moi, il y avait un terrain très propice, donc ça tombait bien. Et c'est vrai que... Et aussi la langue arabe. Mon père ne nous parlait pas en arabe, puis il était kabyle, mais quand même, la sonorité, il y avait quelque chose. Lui, il était très lettré. Alors, il citait du Ronsard, Apollinaire tout le temps. Et je crois que... Alors, ma mère était une lectrice aussi. Mais cette musicalité arabe, elle est derrière mes mots. Elle est derrière ma langue française. Moi, je la sens teintée. Et pourtant, je lis et j'écris l'arabe, mais je ne parle pas du tout. Mais je suis sûre que ça a façonné quelque chose, en effet, comme vous l'avez dit... d'organique, en tous les cas, cette poésie orientale et cette beauté algérienne aussi très en désordre, comme les amours algériennes sont en désordre, et parce que c'est une beauté qui n'a pas subi la main de l'homme et qui a été renversante et qui a marqué aussi mon écriture. Beaucoup, je n'ai fait que restituer toujours l'éblouissement de la mer, du désert, des falaises, de la campagne. L'Algérie est un vaste champ de choc esthétique à répétition. Alors, on va y rester, bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de Le désir d'un roman sans fin, pour justement essayer de comprendre quels sont ces fils, ces liens que j'évoquais tout à l'heure entre les deux. Le désir d'un roman sans fin, c'est des textes divers et variés entre 1999 et 2022, qui sont tirés à la fois de préfaces, d'articles que vous avez écrits pour des journaux, de textes qui ont été dits à l'antenne. Expliquez-nous un petit peu d'abord la démarche globale, et puis ensuite on ira plus loin. Alors, je crois que c'est arrivé il y a 2 ans. Comme je suis superstitieuse, j'aimais pas trop l'idée. Je me disais, rassembler les textes, c'est un peu testamentaire. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment un élan vital. Moi, j'ai tendance à
toujours pensé que j'ai pas assez fait, que je cours toujours derrière le livre idéal, qu'il faut toujours recommencer, se battre, monter sur le ring. Et puis en fait, je me suis aperçue que j'avais pas mal écrit déjà. Déjà, j'ai publié en 91, j'avais 23 ans. Et j'ai rassemblé, cherché. Alors c'était drôle parce que j'ai vu la dimension aussi, comment la technologie peut nous trahir. Il y a certains textes qui étaient prisonniers de disquettes, qui a des disquettes aujourd'hui, prisonniers de clés USB qui ne marchaient plus. Enfin, qui a des lecteurs de disquettes. Oui, des lecteurs, exactement. Ou d'ordinateurs défectueux. Mais comme je garde tout, en tous les cas, je ne garde pas beaucoup de choses, mais mon travail, tous ces magazines, tous ces journaux, j'avais tout gardé. Donc certains textes, je les ai recopiés vraiment à la main. Et puis après, il y a eu les textes plus récents. J'ai tenu une chronique pendant 3 ans dans Tétu. J'ai écrit un journal du confinement dans l'Obs, ce qui est pas mal parce que ça fait un beau témoignage. On a l'impression que c'était il y a très longtemps, cette espèce de truc étrange qui nous est arrivé, assez violent. Et en fait, on a rassemblé tout ça. Et mon éditrice, Véronique Hardy, m'a dit on va le publier en même temps que Grand Seigneur. Et je trouve que c'est très judicieux parce que je me suis aperçue que j'avais toujours les mêmes obsessions. En tous les cas, dans ces textes qui vont de 99, parce que je n'ai pas trouvé ceux de 91 ni 92, ils ont disparu, à 2022. Il y a des obsessions qui reviennent et en fait, dans ces textes, il y a des clés, je trouve. Il y a les clés qui ouvrent certaines portes de mes romans. Ces textes-là éclairent peut-être certaines zones d'ombre de mes romans. Et ces textes-là sont comme des petits passeports de moi-même, disent quelque chose de l'identité de la femme et de l'écrivain que je suis devenue. Alors, ce sont des clés pour vos romans en général. Ce sont aussi, me semble-t-il, parfois des petits dialogues entre grands seigneurs et ces textes-là, justement. Je vois, par exemple, là, page 150, « En écrivant, je n'ai cessé de rebâtir le décor de mon enfance, l'appartement d'Alger, construit en arc de cercle, la forêt d'eucalyptus, les criques à la sortie de la ville, les champs de marguerites sauvages. » Et vous décrivez comme ça, vous déroulez le fil de la mémoire, et on voit bien dans Grand Seigneur comment on revient à cela. Il y a aussi dans ce passage, vous dites, dans mes rêves, la nuit dernière, les poupées d'Annette Messager me font encore penser à la mort parce que mon enfance revient comme un fantôme qui se fait de plus en plus rare. Mon passé est une contrée étrangère que je visite de moins en moins souvent. J'ai l'impression d'occuper mon temps. Je ne regarde plus derrière moi aussi peu. Je suis là, parmi les autres, parmi les miens. Je ne regarde plus la vie passée, je la vis. Et à contrario, quand on est dans Grand Seigneur, on voit justement cette rupture avec l'obligation justement de vous retourner vers cette vie passée, alors qu'à cette période-là, je crois qu'on est en 2017, 2007, quand vous dites ça, on voit tout le chemin parcouru. Hein. Donc il y a aussi une forme de dialogue entre les deux. Oui, ils s'éclairent, ils se contredisent aussi un peu. C'est ça qui est drôle. Et parce que justement, cette expérience auprès de mon père m'a appris beaucoup de choses et m'a appris le courage et la dignité. On se doit d'être digne devant quelqu'un qui est en train de mourir. On ne peut pas se plaindre. On peut juste aider ou aimer, escorter. Et puis, ça m'a appris aussi, finalement, je crois que les choses que j'avais éludées, les choses que j'avais... je me suis dit, finalement, cette double nationalité, parce que moi, bien sûr, je suis française, j'aime la France, j'aime mon pays. C'est le pays qui me publie, c'est le pays où je peux aimer, où je suis libre. Mais il y a une partie de moi, en fait, il y a une zone d'ombre, il y a quelque chose, parce que je ne connais pas très bien mes grands-parents algériens, je ne connais pas du tout mes arrière-grands-parents algériens. Et bizarrement, quand mon père était en train de mourir, il me semble m'être rattachée, je me suis agrippée à son passé, à son enfance. J'ai aucune photo d'enfance de mon père, mais de le regarder dans sa chambre, je dis d'ailleurs, c'était pas un lit, c'était un berceau. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'une telle maigreur pouvait exister, une telle fragilité. Et dans le visage de mon père, il y a eu 2 images spectrales qui se sont superposées. À la fois la mienne, mais en cassé, vieilli, malade, parce que je ressemble énormément à mon père. Et à la fois, j'ai vu l'image de mon père enfant, bébé, puisqu'en plus, un malade, un très grand malade, est totalement assisté, est totalement dépendant. Et je me disais, cet homme qui était si pressé, si libre, on l'appelait le courant d'air. Mon père était là, était plus là. Enfin, c'était avec son trench. C'est cet homme des années 70 qu'on peut voir aussi dans les films de Claude Sautet. C'est Yves Montand, c'est Claude Brasseur. Et tout d'un coup, j'ai visité son enfance étrangement par le biais de la maladie. C'était très, très bizarre. C'était...
c'est une expérience qui fait grandir et je crois que quiconque ne l'a pas vécu ne peut pas savoir. Moi, avant, j'entendais ceux qui souffraient, ceux qui avaient perdu leur père jeune. Je comprends, je peux aider, mais en fait, pas du tout. Je crois que parce que c'est la plus grande expérience de la vie. Et puis, une fois de plus, il n'y a pas que l'arbre, il y a les branches et les fleurs de l'arbre généalogique algérien qui sont tombées. Il manquera à tout jamais cette partie-là. À moi de la reconquérir. Vous dites d'ailleurs, à un moment donné, je vais vous paraphraser, pardonnez-moi, que vous êtes en train de dire adieu, non pas seulement à votre père, mais à celle que vous étiez. C'est-à-dire qu'avec la mort de votre père, il y a une Nina Bouraoui qui s'apprête à disparaître et une autre à apparaître. Oui, je crois que mon père a emporté. Il me laisse avec ma pleine féminité. C'est-à-dire que mon père, il m'appelait Brio, il me parlait un peu au masculin quand j'étais petite. Et puis c'était toujours aussi. Il était très exigeant. Il parlait toujours de first class. C'est la first class. Je disais, mais c'est affreux parce que moi, j'avais même pas la seconde position. J'avais pas la seconde classe. J'avais rien. Et donc, il était toujours très. Et je crois que cette autorité-là. Maintenant, elle m'a quittée. La présence de mon père, imaginaire ou réel, je ne sais pas. En tous les cas, je la ressens. C'est peut-être un fantasme. Moi, je crois aux fantômes. Même s'il n'existe pas, j'y crois. Et cette présence-là, maintenant, je la trouve très douce. Je ne ressens plus l'autorité de mon père. Je ne ressens plus sa colère. Mon père était un homme tendre, mais il pouvait être brutal. J'ai eu une enfance, comme souvent les pères algériens étaient... pas très patient. Dans les années 70, on sortait la ceinture facilement. Tout ça, mais en fait, je lui ai dit pardon sur son lit de mort. Ça, c'était très important. Et aujourd'hui, oui, je sens... évidemment, j'ai vieilli. Je me suis pris, quand même, je pense, en 11 jours, peut-être 10 ans. Mais le côté petit garçon s'est enfui avec mon père. Ils sont tous les deux enfuis. Ils sont quelque part dans la nature. Je ne sais pas où, mais ils me font signe. Et il me laisse seule avec ma féminité. Alors après, au début, c'était un peu vertigineux, mais je commence à... Il était temps, je commence à l'amadouer, à l'accepter. Et puis, il me laisse aussi avec la tâche et le destin de continuer à écrire, puisque je porte son nom, et que Raoui, en arabe, c'est raconté. C'était un nom prédestiné. Je l'ai su assez tard. Je l'ai su alors que j'avais déjà publié. Et je lui ai fait cette promesse d'honorer son nom, de le faire perdurer tant que je serai en vie. Je n'ai pas de descendants. Alors, je ne suis pas du tout la mère de mes livres. Je trouverais ça totalement pathétique. Mais en revanche, je suis l'enfant de mes livres. Vraiment, je suis la fille de mes livres. Je trouve qu'ils me ressemblent. Et ils ressemblent à l'idée de la personne que je me faisais quand j'étais enfant. Je me disais, je veux être comme ça, je veux prendre ce sillon et je veux devenir cette personne-là. Finalement, je me suis pas manqué parole. Je sais pas si ça se dit, c'est pas très français, mais en tous les cas, j'ai tenu parole. J'ai tenu parole. J'ai honoré cette promesse d'enfant. Et aujourd'hui, parce que à côté de ça, vous savez, on parlait des textes réunis. Pour moi, ce sont des archives d'écrivains. Et je trouve ça très intéressant pour moi parce que ça laisse... je vois l'évolution, je vois bien au début, les textes sont très saccadés. Ils sont en colère aussi. Moi, j'étais un écrivain très en colère. J'écrivais avec un pistolet sur les autres, sur moi. Quand je relis des passages de La Voyeuse interdite, je me dis, waouh, j'étais point mort, mais c'est un livre gothique, atroce, dans un cimetière. Mais ces livres-là ont engendré l'autre livre et l'autre livre et l'autre livre. Ils se tiennent tous. Et ces archives d'écrivains, ça me plaît beaucoup parce qu'à côté, je suis en train de construire un travail un peu gigantesque d'un journal intime, et qui est un journal littéraire, qui est très bien écrit, et qui est aussi des archives où il raconte, dans ce journal raconte notre époque, raconte mes amours, mes amitiés, la vie tous les jours, la France, la politique, l'Algérie, la mort de mon père aussi, mais d'une autre façon. Mais c'était bien parce que, pour Grand Seigneur, j'allais prendre dans ce journal des repères chronologiques, parce que c'est fou comment la mémoire, dans ces cas-là, est vraiment une traîtresse. Et voilà. Et ce journal qui est en train de grossir, qui fait 700 pages, et qui fera des milliers de pages, j'espère, sera un jour publié par tranche de 300 ou 400 pages. Et ce sont des archives de se dire... parce que les livres sortent, mais je trouve d'avoir des archives, c'est se dire, ça existe. Il y a une irréalité dans l'écriture.
Vraiment, lorsqu'on écrit, on n'est pas conscient. Lorsqu'on publie, quand on vous dit « Ah, mais tu as voulu dire ça », mais pas du tout. On n'est pas conscient. On ne se rend pas compte de la portée d'un texte, de la portée du langage, de la portée d'une histoire. Et donc, le côté archive me rassure parce que peut-être il me manque un passé. Vous parliez de la mémoire et qui peut faire défaut. Mais en même temps, quand on est une raconteuse d'histoire, est-ce que c'est pas justement quelque part le levier de la fiction que cette mémoire défaillante qui va peut-être justement vous inviter à combler les angles morts avec votre interprétation, combler le fameux membre fantôme qui manque à l'histoire et qui va faire que justement on écoute, on lit un écrivain et non pas simplement un récit. Et deuxièmement, je me demandais dans quelle mesure cette capacité à la fiction, à l'écriture, vous avez en quelque sorte servi aussi de compagne dans ces moments difficiles auprès de votre père. Je pense notamment à un passage où vous racontez que vous préférez rentrer par la petite porte dérobée pour ne pas avoir l'air de rentrer par la grande porte en soins palliatifs, comme si cette petite porte vous amènerait dans un sorte de jardin secret. Et je me suis dit, là, voilà, la fiction vient en renfort pour faire face au réel insupportable. Oui, certainement, mais tout est vrai en fait. Il n'y a pas de fiction. Vous savez, moi, je ne suis pas une très grande romancière. Je m'en suis aperçue. Enfin, si, j'ai écrit quelques romans, mais je les aime, je les respecte, mais je suis vraiment... mon terreau, c'est la vérité, c'est l'intime. Alors après, en effet, que je réajuste à ma façon, que je réinterprète. Je mens un petit peu parfois, parce que c'est bien de mentir. Il faut toujours un petit peu mentir. Pas toujours dire toute la vérité. Mais en revanche, cette petite porte, c'est vrai. Et ça m'a rappelé, dans un contexte plus joyeux, moi, je ne sais pas pourquoi, je suis sortie très jeune et j'ai arrivé toujours dans des endroits par la petite porte. Je me débrouillais toujours pour connaître la personne qui me faisait rentrer toujours par derrière, d'une boîte de nuit, d'un bar. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis toujours dit que la façon et surtout l'entrée d'un lieu change l'état d'esprit. Et justement, dans ce jardin de Jeanne Garnier, quand j'ai vu cette porte au fond, je me suis dit, si je rentre par cette porte, peut-être que j'irai pas voir mon père malade, peut-être qu'il sera debout, il sera en train de refaire ses affaires, ses bagages, qu'il rentrera chez lui, peut-être que j'irai voir quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera juste une maison de repos. Et en effet, oui, la fiction et la folie ou l'imagination de l'auteur, mais tout est vrai. Et cette histoire de clé à la fin que je trouve dans ce jardin, tout est vrai. Et c'est vrai que... Et puis... on en parlera peut-être aussi. J'ai écrit La chute de mon père. Mon père ne parlait pas, il était très pudique. Et en fait, à 56 ans, mon père a perdu son travail. Il a occupé des fonctions importantes, il voyageait beaucoup, il aimait beaucoup les honneurs, mon père. Et quand la décennie noire a commencé, cette guerre sanguinaire entre frères algériens, qui a duré 10 ans, mon père a perdu son poste et on ne l'a plus jamais appelé. Et il a attendu pendant des années l'appel providentiel. Je pense que la maladie fait son lit, quelque part, ça c'est sûr, et que ça a peut-être pris là. 56 ans, c'était un peu jeune. Et nous, on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir dans notre famille. En plus, moi, comme par hasard, je publiais mon premier livre chez Gallimard, donc c'était la joie, c'était un livre qui marchait. Donc on a couvert, je sais pas, on a recouvert avec des pelletées de sable le chagrin de mon père, qui était tout seul dans la ville, à Paris, qui marchait. Il me disait, je vais dans des magasins de chaussures et j'essaye plein de chaussures, et je ressors, je n'achète rien. Et ça, c'était, je trouve, des signes de dépression, mais on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu savoir. Et cet homme si pudique et quand même fier, très fier, et il fallait le dire. Fallait dire que c'est un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à son pays, qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas fait de politique. C'était un économiste, un docteur en économie, mais qui a participé à la libération des otages américains de Téhéran à la fin des années 70. Et je voulais l'écrire, ça. Parce que lui, il n'en parlait plus. Et je trouvais ça important. Voilà, c'est un grand seigneur. Il existe même une photo dont vous parlez dans le livre et que je suis allée chercher, qu'on peut voir sur Internet. On peut le voir avec ses lunettes. Avec ses lunettes et sa cigarette à la main. La fameuse. Et les cheveux bouclés dont vous parlez souvent quand vous le décrivez. Il est, à sa manière, rentré dans l'histoire. Et effectivement, il y a une espèce de contrebalancement étrange dans ce que vous racontez, effectivement, votre première réussite avec sa chute à lui.
Un peu comme si le passage de relais se faisait un peu trop tôt aussi, peut-être. Un peu trop tôt, mais il s'est fait. Mais c'était, je crois que mon père voyait une partie de lui en moi, et c'est ça qui était très inquiétant et fascinant quand moi j'ai assisté à sa maladie, puis son agonie. C'est-à-dire, ça m'a donné des... j'ai cru me voir, en fait. C'était super bizarre. C'était très étrange. Ça m'a donné comme des nouvelles d'un futur très, très, très éloigné, j'espère. Mais c'était tout s'est mélangé. Et je me suis rendu compte aussi combien j'étais liée à mon père, mais combien j'étais liée physiquement, intellectuellement, et combien on était fait de la même peau, fait de la même chair, fait de... Je sais pas, c'était... Et en effet, quand j'ai publié ce livre, moi j'ai eu l'orgueil de dire mais ne t'inquiète pas. Je ne savais pas qu'une vie d'écrivain c'était long et qu'il y avait des succès, puis il y avait des pentes un peu glissantes et parfois des abîmes et parfois des creux et puis parfois des succès à nouveau. Et puis mon père était très... Alors s'il passait beaucoup de temps dans les librairies ou dans les grandes enseignes, et il refaisait toutes les piles de mes livres. Et dès qu'il y avait, j'étais pas assez bien placée, je me dis s'il y avait des caméras, on savait que c'était mon père. Franchement, les yeux, le nez, on avait bien compris qui était cet homme au par-dessus, un peu étrange, qui refaisait les piles de mes livres. Vous parliez tout à l'heure de cet arbre généalogique avec des branches et des fleurs et des feuilles. Il y a autour de ces moments intenses, évidemment, votre maman. Même si le livre, c'est Le Grand Seigneur, elle est là, toujours, parce qu'indissociable, d'une certaine manière. Et vous parlez aussi d'elle et de la manière, comme si... Alors, moi, j'ai eu le sentiment que c'était presque fait sur la pointe des pieds, parce que vous disiez tout à l'heure que tant qu'on n'a pas vécu la mort d'un être cher, notamment d'un parent, on ne peut pas vraiment savoir. Et comme si ce qu'elle vivait était à la fois nécessiter une forme d'empathie, mais en même temps qu'il fallait garder à distance quelque chose qui nous échappe. Moi, je pense, je l'ai écrit, j'ai dit que ma famille allait devenir un peu folle, parce que mon père était le pilier, le patriarche, l'autorité. Il nous appelait ses femmes, parce que ma sœur, ma nièce, bon, j'ai aussi deux neveux, mais ma mère, et puis ma sœur, ma mère parfois se disputaient dans la chambre. Normal, et c'était mais tant mieux. Moi je me disais c'est bien, c'est parce que je crois qu'il entendait encore, je crois qu'on entend jusqu'à la fin, et j'ai eu peur. Je me suis dit cette famille va se bouleverser, se renverser, va rentrer dans une peine sans salut. Je crois que c'était un tout petit peu ce qui se passe, c'était à prévoir. Et c'est vrai que ma mère, on lui a donné la place, elle voulait dormir près de mon père, ce qui était archi normal. Nous, on arrivait vers 9h, on repartait à 19h, et ma mère restait dormir avec lui. Et ma mère, il y a eu quelque chose de très étrange, c'est qu'elle était isolée dans sa douleur, isolée dans sa tristesse, isolée dans ses angoisses, certainement. Et il y a eu une scène... mes parents se sont rencontrés à Rennes, en pleine guerre d'Algérie. Donc je crois qu'elle a perdu aussi une histoire, j'allais dire, pas seulement une histoire d'amour avec l'Algérie aussi. Une histoire commune. Et voilà, une histoire universelle, une histoire de cette guerre. Ils se sont battus contre la famille de ma mère. Après, ils sont rentrés en Algérie alors que tous les Français partaient. Quelques Français arrivaient, évidemment, il y avait ma mère, cette blonde aux yeux bleus, ce pays qu'elle a essayé d'aimer, qui l'a beaucoup rejeté. Elle a beaucoup souffert de racisme en Algérie. C'était très compliqué pour elle, mais elle nous a fait aimer et connaître notre pays, puisqu'on partait en bivouac dans le Sahara grâce à elle. Et je crois qu'en perdant cet homme, elle a perdu toute sa jeunesse. Et elle disait souvent, j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays, j'ai donné 25 ans pour l'Algérie, comme si elle avait fait une autre guerre aussi. Et c'était fou parce que je crois que la tendresse ne circulait pas très bien entre nous dans cette chambre 119. Alors c'est après, moi j'ai essayé de comprendre, et puis je l'ai respecté, mais ça me faisait de la peine parfois, mais je crois que c'est un séisme et chacun réagit avec ce qu'il a et les armes, ou peut-être le manque d'armes qu'il a. Et puis parce qu'il y a une forme de solitude dans la détresse de la perte d'un être cher, et que chacun est enfermé aussi dans son chagrin qui est différent de celui de l'autre. Oui, et puis sa position, sa place. Et je sais que ma mère, il y a eu une scène terrible où on est venu nous voir, on a dit voilà, il faut penser à la fameuse tenue. Et ma mère est allée toute seule à l'appartement, elle est revenue, mais elle le voulait, avec un très beau costume de mon
mon père une très belle chemise, une très belle cravate. Et en fait, je l'ai vue, le seul moment où elle a craqué, je l'ai vue accrocher ce costume dans la penderie. Elle l'a enserré comme si c'était le corps de mon père. Et ça a été pour moi la scène la plus terrible et la plus splendide voilà, de ces jours-là. Parmi les personnes qui forment une constellation autour de cette chambre 119, que ce soit d'ailleurs de façon présente, physique, mais aussi éloignée, il y a l'ami et la compagne, qui sont deux personnages, je vais dire, qui apparaissent comme, comment dirais-je, comme un levier ou en tout cas un miroir qui permet de dire aussi votre chagrin, de dire aussi tout ce qui se passe en vous. Quel est le rôle de ces deux femmes? Je pense que face à la mort, il n'y a que l'amitié et l'amour qui puissent un peu vous sauver et vous retirer de cette horreur, de cette tragédie. Alors c'est vrai, il y a l'ami qui est un personnage qui traverse certains de mes romans, comme Alfred Hitchcock, et qui était un personnage assez central de Mauvaises Pensées, et qui me connaît très bien, qui est ma sœur, qui est ma jumelle, et que je retrouvais chaque soir, qui me faisait parler, parce qu'elle avait perdu son père très jeune, aussi à 22 ans. Elle savait, je dis qu'il y a une communauté des inconsolables. Et l'amitié, dans ces cas-là, tout d'un coup, ça vous ramène au réel, ça vous ramène à la douceur, et puis surtout, c'est la parole totalement libre. Et puis il y a l'amoureuse. Moi, j'avais très peur de plus être l'amoureuse que j'étais. Et la femme que j'aime n'habite pas Paris, elle habite Aix. Et je suis allée quand même aller la voir. Elle voulait venir et je lui ai dit, je préfère que tu sois vierge de ça. Et l'amie voulait aussi, il m'a dit, si tu veux, elle connaissait très bien mon père, je t'accompagne à Jeanne Garnier. Et je me disais, mais non, je veux pas, je veux qu'elle soit vierge. Comme ça, je pourrais m'ancrer. En fait, les deux étaient comme mes deux lions. Et je revenais à quai, en fait. Moi, j'étais un bateau dans la tempête pendant des heures et des heures pendant la journée. Et tout d'un coup, je revenais vers l'île calme, le sable, la beauté. Et puis après, la tempête recommençait le lendemain. Il y a aussi, je trouve, la notion du temps, elle est super étrange. On décuple de force. On ne dort pas, on se nourrit pas ou mal, on est complètement... Et aussi la ville, la géographie de la ville. C'est-à-dire que moi, je rentrais à pied, j'habite dans le 3e, donc du 15e au 3e, je perdais souvent mon chemin, je me perdais dans la ville et j'avais l'impression que les immeubles étaient plus grands que d'habitude, que la rue se retournait sur moi, que la Seine allait m'engloutir. Et après... Étrangement, il y a eu beaucoup de scènes de ma jeunesse. Quand je suis arrivée à Paris, mon père vivait dans le Golfe et j'avais pas d'amis. Je l'appelais dans une cabine téléphonique. Donc vous imaginez Paris, Abu Dhabi avec des pièces. Ça a duré 30 secondes. Et je disais, mais je veux te voir, tu es mon seul ami. Il me disait, mais tu vas te faire des amis, et tu es mon seul ami. Et en fait, dans les rues de Paris, quand je rentrais vers chez moi depuis Jeanne Garnier, j'ai dit, mais il est mon seul ami. Mais en fait, pas du tout. Il n'était pas mon seul ami, mais c'était mon premier ami, mon premier confident. Celui qui a compris que j'étais homosexuelle très jeune, qui n'a jamais rien dit, qui m'a défendue lorsqu'on pouvait m'attaquer à l'extérieur ou se moquer de moi. Il a même dit qu'il leur casserait la gueule s'il parlait. Oui, c'est parce que je disais alors à Alger, comment ça se passe. Puis pour un Algérien, mon père était un musulman vers la fin de sa vie, mais un musulman plutôt du côté du soufisme, c'est-à-dire aimant le vin, aimant les femmes, aimant la musique. Pour lui, l'amour de Dieu était égal à l'amour des êtres, et que le Dieu n'était pas le Dieu de la haine, mais le Dieu de l'amour et le Dieu qui rassemble les chrétiens, les juifs, les musulmans. Et surtout, il avait une passion, il avait un grand respect pour les femmes, mon père. Pour lui, les femmes étaient supérieures aux hommes, et il devait apprendre encore des femmes. Et c'est vrai que ce Paris-là, je me souviens, il y avait un patient assez jeune, et ça m'a replongée dans ces années 80 où le sida était permanent, et on faisait beaucoup la fête, mais il y avait aussi, dans la fête, il y avait la mort. Moi, je l'ai vécu, ça, voilà, je fais partie de cette génération, et en plus, comme je fréquentais beaucoup le milieu gay et garçon, et en fait, là... C'était très drôle parce que ça a été 2 expériences dans cette chambre et à l'extérieur, et je retrouvais la ville de mes 18 ans. Et mon père ne savait pas à l'époque. Je sortais, j'allais au Katmandou, je sortais beaucoup, beaucoup seule, je pleurais beaucoup. J'étais un cœur d'artichaut. Mon cœur fut brisé de nombreuses fois quand j'avais 18, 19, 20 ans. Et c'était comme s'il fallait
remarcher dans ces pas-là pour rendre une vérité à mon père. Je ne sais pas, c'est un peu étrange. D'ailleurs, vous dites il vous a soutenu. Il y a dans Désir d'un roman sans fin un texte dans lequel vous le remerciez. C'est dans celui-là, hein, je dis pas. Non, c'est dans Grand Seigneur. Je me disais, ça fait écho. C'est dans Grand Seigneur. Il y a un texte où vous le remerciez. Et je l'ai vraiment fait parce que je sais qu'il m'entendait et je lui ai dit merci, merci d'avoir accepté. Je sais que c'était pas facile pour toi, l'Algérien, l'homme, très pudique. Et puis mon père aimait quand je faisais de belles rencontres. Mon père sentait quand j'étais joyeuse, il sentait quand j'avais le cœur brisé, mais il disait rien. Il était là. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté que génère le chagrin des uns et des autres. Il y a un moment, aux soins palliatifs, vous faites une rencontre. Il s'appelle Georges. Et en fait, cette tendresse qui ne circule pas dans la pièce pour des raisons qu'on peut comprendre, elle va circuler avec la chambre 118. Complètement. C'était incroyable. Il faut saluer, bien sûr, tous ces soignants qui sont des saints. Alors, il y a les médecins, il y a les internes, il y a les infirmiers, il y a des kinés, c'est un endroit incroyable où tous ces gens sont dévoués et ne sont dévoués qu'aux malades et aussi pas qu'aux malades, justement, à la famille. Et c'est vrai que moi, je marchais beaucoup dans cet endroit et j'ai rencontré Georges, qui était le frère de Mylène. Et Mylène... Voilà, elle avait été la voisine de mon père, 52 ans, très très malade. Et en fait, Georges était mon soleil. C'était une famille asiatique qui venait de la Réunion. Et c'était culturel. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même assez culturel. Parce qu'eux aussi étaient pleins dans la chambre, tout le temps. Ils étaient pleins, ils étaient tous en bande. Et en fait, mon père est mort dans la nuit du 6 au 7. En fait, il est mort le 7 juin à 1h du matin. Et Mylène est morte à 11h. Et en fait, je me suis retrouvée vers, je ne sais pas, 11h30, devant Jeanne Garnier. Et Georges est arrivé. Il m'a serrée dans ses bras. Donc, je me suis dit, il a appris pour mon père. Et puis, il m'a dit, ma petite sœur est partie. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais je crois en la vie après la mort. Et c'est une phrase très belle parce qu'on peut l'interpréter de diverses façons, et j'ai trouvé que cet homme-là m'avait fait un beau cadeau. La vie après la mort, aussi bien pour les morts que pour les vivants. C'est un lieu aussi particulier, les soins palliatifs. Vous avez dit que c'était à la fois un lieu incroyable parce qu'il y a un jardin, mais c'est aussi, me semble-t-il, en tout cas en tant que lectrice, un lieu comme un théâtre d'une certaine manière, où le temps est différent. Vous disiez tout à l'heure que la notion du temps aussi change. Et j'ai trouvé que dans la description que vous faites de cet endroit, c'est comme si vous sortiez d'une dimension pour entrer dans une autre. Mais complètement, et je pense que ça justifie le livre, parce que c'est bizarre d'écrire sur l'agonie, sur la maladie de son père, mais moi je voulais aussi... en fait, j'ai écrit pour toute la communauté des inconsolables. Nous traversons, hélas, tous cette expérience. Je ne voulais pas juste raconter la petite histoire familiale, mais raconter... cet endroit qui est quand même unique, il y en a peu dans Paris, je crois, et qui vous met, je l'ai dit au début de notre rencontre, qui vous met vraiment dans une sorte d'hypnose. C'est très, très étrange. Moi, je ne voulais plus quitter ce lieu. En plus, quand j'arrivais, en effet, il est circulaire. Mon père était au premier étage, dit du Sacré-Cœur, qui est, je l'ai vite compris, l'étage est condamné, il y a peu de chambres. Alors, on tourne souvent, je prenais un chemin, après je prenais l'autre, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Il y a un jardin, il y a une bibliothèque, et fait très étrange, c'est que Jean-Marc Roberts, l'un de mes éditeurs que vous avez bien connu, est mort à Jeanne Garnier il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, moi, je m'échappais, j'allais dans la bibliothèque et il y avait des livres de Jean-Marc dans la bibliothèque. Donc c'était drôle, je me suis dit, je suis encore dans les bras de Jean-Marc. Il y a quelque chose qui se répond. Peut-être que Jean-Marc avait aussi la chambre 119, parce que moi, je me souviens qu'il me l'avait décrite avec des arbres. Il m'avait décrit son plateau repas qui était exactement celui de mon père. Et tout ça, finalement, j'étais dans un livre. Mais un livre... Et en fait, de l'écrire m'a fait prendre conscience que c'était réel, que je n'avais pas inventé, parce que mon père était dans une grande camisole chimique, mais nous l'avons absorbé. Je pense qu'on était aussi shootés que lui, alors shootés par le chagrin, la peur, l'effroi, la tristesse. Mais en effet, nous n'étions plus dans le réel.
plus du tout. Et puis Jean-Marc Roberts, peut-être pour ceux qui... Enfin, ça a été votre éditeur, mais ça a été tellement plus qu'un éditeur. C'était un ami, c'était un confident. Donc il y a une figure... Est-ce qu'on pourrait parler d'une figure paternelle aussi ou justement pas du tout? Mais non, mais vraiment, moi, j'ai très peu d'hommes autour de moi, surtout des femmes. Moi, je vis dans un gynécée. Je suis très entourée par les femmes et les hommes qui comptent. Il y avait Jean-Marc, et mon père. Et en plus des hommes voilà, plus âgés que moi. Avec Jean-Marc, on a publié une dizaine de livres. J'ai eu mon Renaudot avec lui et c'était un confident. Il connaissait tout de ma vie. Il venait parfois dîner à la maison. Il connaissait très bien l'ami, bien sûr. Et puis, je lui racontais, quand je rencontrais quelqu'un, il était très friand de tout, très coquin, très drôle, parfois avec un peu la dent dure, mais c'était quelqu'un de tellement présent. Et Jean-Marc, je l'ai pleuré longtemps. L'éditeur m'a manqué, mais l'ami aussi, surtout. Il y a d'ailleurs une lettre qui lui est adressée dans... Oui. Alors cette fois, c'est bien dans Le désir d'un roman sans fin. Oui. Vous vous adressez à lui et on peut... C'était pour c'était pour les 10 ans de la Bleue, je crois, c'est ça. Hein. Et on peut mesurer évidemment toute l'ampleur de l'intensité de votre relation. Oui, moi je disais que c'était je l'appelais tonton. Alors après, il y avait une rumeur dans le milieu de l'édition. On disait, ah oui, en fait, c'est sa nièce. Ah oui, c'est pour ça qu'il l'a publié. Enfin, nous, on riait de ça, c'était rigolo. Après, on a pensé qu'on avait une histoire ensemble. Non, on n'a pas eu d'histoire ensemble, mais on était... Et puis, moi, il disait toujours, tu es ma diva. Mais c'est vrai qu'il me passait tout, c'était pas bien. Et c'était... on avait vraiment... Et en fait, je me suis dit, parce que la maladie sépare. Et c'est vrai que Jean-Marc, je l'ai un peu perdu quand il est tombé malade. C'est normal. Quand on est malade, le cercle se restreint. Et quand je suis arrivée à Jeanne Garnier, j'ai marché aussi dans cet étage pour Jean-Marc, pour sa mémoire. Et je l'ai salué aussi. Donc ça rajoute à l'effet autre dimension, effectivement. C'est que tout d'un coup, on est dans un espace où deux hommes qui, pour des raisons différentes, ont énormément compté pour vous, ont fait leurs adieux. Et en même temps, vous investissez cet espace en y amenant tout ce que vous êtes devenu aussi à travers eux, grâce à eux. Hein. D'une certaine manière. Et puis il y avait... moi, je dis souvent, j'ai pas honte de le dire, c'était une aventure, mais une aventure dans le sens où on ne sait pas où va vous mener une aventure, on ne sait pas comment elle va se terminer. Moi, jusqu'à la fin, j'étais persuadée qu'il y aurait un miracle. J'en étais convaincue. Je me disais, mon père, il est trop fort. Il a survécu à un séisme, à une prise d'otage. Il devait prendre un avion. Au dernier moment, il n'a pas pris. L'avion s'est écrasé. Donc... je me disais, il va sortir de là. C'est une évidence. Et c'est pour ça aussi, peut-être, la mission de la littérature, de l'écriture, n'est pas du tout de soigner son auteur. Moi, je ne crois pas du tout en la littérature thérapie. L'analyse est faite pour ça, avec un thérapeute. Mais en revanche, je crois que la littérature rend réel ce qu'on ne croyait pas réel, restitue une certaine vérité, mais console le lecteur. Franchement, c'est ça. Et moi, je pense que ce livre, je me suis dit, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour ceux qui ont connu Jeanne Garnier ou l'hôpital ou un soin palliatif, pour ceux qui viennent de perdre un parent. Moi, je me suis souvent dit, pas que j'avais une mission, ce serait trop... Mais j'ai beaucoup écrit pour les plus fragiles. Je me suis beaucoup engagée pour la cause homosexuelle. Je me suis beaucoup engagée à ma façon, en parlant toujours de l'Algérie, ce pays qu'on avait un peu oublié quand même pendant la décennie noire, n'oublions pas. Et c'est vrai que je ne vais pas tout mélanger, mais c'est vrai que ce 7 octobre, ce qui s'est passé, ces horreurs qui se sont passées, ça m'a replongée aussi. Oui, ces femmes éventrées, ces gens décapités, ces jeunes femmes violées. L'Algérie, pendant 10 ans, ça a été ça. Comme dans une espèce de point du monde où les gens étaient tellement effrayés, personne n'a trop parlé. Et moi, je me disais, continue à parler aussi de ce pays-là, rends-lui hommage et parle des jolies choses, puisqu'il est dans une telle violence, une telle brutalité. Donc la littérature, c'est ça. C'est entrer dans une obscurité et consoler, prendre dans ses bras son lecteur. C'est pas à se prendre dans ses bras soi. Ça, non. Ça marche pas comme ça. Mais en tant que lectrice, moi, je suis prise dans les bras des auteurs que j'aime. Qu'est-ce qui est différent de la Nina Bouraoui, écrivain d'il y a 20 ans,
et aujourd'hui. Est-ce que vous sentez plus galvanisée, plus forte, plus moins... Est-ce que vous êtes toujours à fleur de peau, par exemple? Oh, je crois, enfin, je sais pas, ouais, comment dire? Parfois, je regarde des anciennes interviews pour voir un peu, et puis je me dis finalement, alors oui, j'ai vieilli, ça, c'est sûr, mais qui ne vieillit pas, mais j'ai toujours l'innocence. On n'arrive jamais. Et d'ailleurs, il ne faut jamais arriver. J'ai toujours la peur au ventre quand je commence un livre. J'ai toujours la peur au ventre quand je remets un manuscrit à mes éditrices. J'ai toujours... Mais c'est ça la force. On ne peut pas avoir confiance. Ce métier, il est étrange. Je dis que c'est un métier parce qu'on y passe des heures, ça génère une économie. Moi, je vis ainsi avec mes droits d'auteur. Donc, c'est un métier. Mais il est tellement étrange parce qu'il peut tellement vous échapper. Je n'ai pas tant changé parce que, vous savez, il y a la grâce de l'écriture, mais après, il y a la disgrâce quand elle a disparu et qu'il faut l'attendre. Et c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Ça revient toujours. Mais je me dis, tant mieux. Je préfère l'accepter. Ça veut dire que j'ai gardé mon innocence. J'ai gardé... Quand il n'y a pas l'écriture, il y a le dessin. Oui, il y a le dessin aussi. Ouais. Le dessin, c'est quelque chose de vraiment important, ou ça comble simplement des manques, ou ça vient raconter autre chose de vous? Non, c'est important parce que ça me ressemble. Alors, je fais beaucoup de lignes, d'espèces de cœurs, et maintenant de plus en plus gigantesques, soit à l'encre, soit au stylo peinture. Le temps est différent. Le temps de l'écriture et le temps du dessin sont totalement différents. Alors, le dessin ne me calme pas, mais tout d'un coup, j'ouvre une temporalité totalement étrangère. Ça ressemble plus à de l'art brut, ce que je fais. Moi, je ne sais pas vraiment dessiner, mais j'ai toujours dessiné, enfant. Ça a toujours fait partie... alors, j'ai des périodes. Parfois, je ne dessine pas du tout. Parfois, mais ça me calme. Mais ça dit quelque chose de moi. Je pense que mes dessins ressemblent vraiment à ce livre, Mes mauvaises pensées. C'est des dessins très obsessionnels, très bizarres, très étranges. Mais finalement, c'est de l'écriture. Est-ce que je peux vous demander de lire un autre extrait, cette fois donc dans Le désir d'un roman sans fin, qui répond partiellement à la question que je vous posais il y a un instant sur l'écrivain que vous êtes. Tenez. J'ai longtemps cru que j'avais choisi une vie isolée, hors du monde, pour me protéger d'un mal imaginaire qui me rongeait. J'ai longtemps pensé que j'étais fragile, que j'avais tort, que la vie dans l'ombre n'était pas la vraie vie. Quand je dis l'ombre, j'évoque la chambre où j'écris, j'évoque le temps de la création, j'évoque la solitude. Mais je me suis trompée. J'écris parce que j'ai de la force. J'écris parce que l'écrivain se tient au centre de tout. J'écris car aucune paroi ne me sépare du réel. J'avance sans arc ni flèche, sans couteau ni épée. Je sais le bruissement ou le cri. Je sais la colère ou l'amour. Je sais la peur ou la confiance. Écrire, ce n'est pas juste faire de la poésie. Ce n'est pas juste réinventer la beauté quand elle disparaît. Écrire, ce n'est pas juste bâtir une partition. Non. Écrire, c'est donner une voix aux hommes et aux femmes qui constituent une foule. C'est rapporter la souffrance et c'est dire les espérances. C'est trouver la rivière et l'or de la rivière. Écrire, c'est épouser le cœur des autres. Merci infiniment Nina Bouraoui et pour cette lecture. Merci. Qui montre encore une fois à quel point c'est une porte d'entrée magnifique pour Grand Seigneur. Un grand merci aussi pour ce livre, pour ses confidences, pour ce qui nous concerne tous. Et on va vous retrouver dans un instant en dédicace. Le livre est disponible dans la librairie juste en face. Vous pouvez retrouver Nina dans le foyer. Merci beaucoup Nina. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.